Bonjour tout le monde. Alors, je suis honoré de présenter une seconde fois mon projet dans le cadre de la chaire Averroès à l'IMERA, intitulé « Le discours politique dans l'islam des origines ». Je suis historien, maître assistant à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et je travaille sur l'histoire politique et sociale des débuts de l'islam, en gros du 7e au 9e siècle. Lors de ma première présentation du mois de septembre 2020, j'ai exposé les grandes lignes de mon projet, la démarche suivie et les objectifs visés. Depuis, 6 mois se sont écoulés, pendant lesquels le projet a évolué sensiblement dans 2 voies. La première est celle de la recherche classique, le travail de tous les jours d'un historien plongé dans sa documentation et ses sources. La seconde est plus intéressante puisqu'elle correspond à un travail de réflexion fait dans le cadre des séminaires et conférences à l'IMERA, mais aussi à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, la MMSH. Et c'est pour cette raison que je présenterai aujourd'hui très rapidement un bilan du premier semestre de ma résidence dans lequel je développerai les idées qui me semblent pertinentes dans le cadre de cette chaire. Si mon projet initial correspondait à une recherche approfondie sur l'institution impériale dans l'islam des origines, à travers l'examen d'un corpus documentaire émis au nom des souverains musulmans, qu'on appelle les commandeurs des croyants, corpus écrit sur de l'or, de l'argent, du papyrus, du parchemin ou de la pierre, dans les principales langues de l'Empire, à savoir l'arabe, le grec et le pahlavi. Les premières discussions avec Thierry Fabre ont donné une dimension encore plus politique et surtout plus contemporaine à mon travail. Le premier séminaire que j'ai animé en septembre dernier, intitulé « Retour aux sources, lecture fondamentaliste de l'islam originel », a montré combien les lectures contemporaines, fin 19e, début 20e siècle, au milieu 20e siècle, des origines de l'islam sont décisives dans la formation d'un discours qui fait du couple religion et politique une des fondations de l'islam. Ce discours, partagé tant par les penseurs musulmans contemporains que par des historiens occidentaux, notamment où l'exemple le plus notoire est Bernard Lewis dans son ouvrage « Le langage politique de l'islam », paru en 1986. Donc cette façon a profondément marqué l'analyse politique de l'islam et a imposé une terminologie et des grilles de lecture rigides dont on a du mal à se séparer. Et c'est ce constat qui m'a incité à proposer, avec mon collègue Julien Loiseau de l'Université d'Aix-Marseille, un cycle de conférences publiques intitulé « Les langages politiques en islam », qui répond tant à mes objectifs d'écriture qu'à la dimension de la chaire Averroès. Et j'en profite ici pour mentionner que ce travail a démarré en réalité en 2017 avec la fondation par un groupe de collègues, dont Julien et moi-même, du Collège de Méditerranée, sorte d'université hors des murs, et débat public autour de l'islam méditerranéen. La première conférence du collège a été donnée dans le cadre des rencontres Averroès en 2017, intitulée « Qu'est-ce que l'islam a apporté à la Méditerranée ?» Donc voici un peu la généalogie de mon projet, de ma coopération marseillaise étroite avec Thierry Fabre et Julien Loiseau. Les 4 thématiques retenues dans le cycle « Les langages politiques en islam » me semblent être de bons exemples pour mettre à l'épreuve une forme essentialiste d'écriture de l'histoire politique de l'islam. D'abord, le califat, objet de la conférence inaugurale donnée en janvier dernier par Julien et moi-même, dans laquelle nous avons entrepris une mise à l'épreuve du califat érigé en modèle de l'exercice du pouvoir, où le religieux se confond avec le politique. Et nous avons pu constater, en adoptant une démarche rétrochronologique, que le concept de califat n'est qu'une utopie, fabriquée et imposée par les juristes et penseurs musulmans tardivement, vers le XIe siècle, pour légitimer un modèle politique issu de l'expérience prophétique. À ce sujet, il est important de signaler que nous ne sommes pas les premiers ou les seuls à avoir capté cette idée. Au début du XXe siècle, Ali Abd al-Razq, lettré et dignitaire religieux égyptien, a déjà montré avec force dans son ouvrage « L'islam et les fondements du pouvoir » l'absence totale de référents politiques dans les 2 sources majeures de l'islam, c'est-à-dire le Coran et la vie du prophète Mohammed. Mais aussi dans les années 1980, un historien libanais, Wajih Kawtharani, montre dans un ouvrage en arabe intitulé « Le juriste et le souverain, le politique et le religieux dans les expériences ottomanes et safavides ». En gros, donc, les 2 modèles politiques qui s'imposent en islam à l'époque moderne, l'un sunnite avec les Turcs ottomans, l'autre chiite avec les Iraniens safavides. Cet historien montre que ces 2 modèles sont inspirés directement des réflexions élaborées au XIe siècle par les juristes sunnites et chiites
autour de la nature du politique, pointant ainsi l'enracinement d'une culture savante qui domine et écrase le champ politique au point de le priver de son horizon le plus évident aujourd'hui, la laïcité. Ce terme, traduit par Almani en arabe, peine à s'imposer dans les débats intellectuels dans le monde arabe et l'on taxe souvent ses défenseurs de vouloir retirer à l'islam sa substance même, à savoir qu'il est avant tout religion et politique. Ceci pour dire qu'une bonne partie de mon travail dans le cadre de la chaire Averroès a pour objectif un dialogue avec les penseurs et historiens de langue arabe méconnus en Occident. À la différence de l'historien occidental de l'islam, son confrère arabophone ou issu du monde musulman voit son travail historien doublé du souci de proposer à sa société quelques outils pour sortir du blocage idéologique et politique dans lequel elle vit au nom de l'islam. En cela, ces historiens de grande qualité sont aussi les continuateurs de l'œuvre réformiste amorcée au XIXe siècle par ce mouvement qu'on appelle la Nahda ou mouvement de renaissance. Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés au texte coranique dans la conférence qui a eu lieu la semaine dernière. Et la publication de l'ouvrage « Le Coran des historiens », dirigé par Mohamed Ali Amir Mouazi et Guillaume Di, nous a semblé une excellente opportunité pour décrypter les histoires et langages du Coran, de l'évolution de ce texte depuis la mort du prophète en 632 jusqu'à sa codification finale au début du 8e siècle. Le débat qui a suivi cette conférence montre la centralité de la question dans les pays, du moins de la rive sud, Maroc et Tunisie, et les interventions d'anciens titulaires de la chaire Averroès pointent le désaccord intellectuel dans ces pays quant au traitement de la question coranique, mais soulèvent surtout la question de l'autocensure intellectuelle sous prétexte que toucher à l'intégrité du Coran constitue un sacrilège. La prochaine conférence mettra l'accent sur la manière de diriger l'Empire à partir des documents de la pratique, essentiellement des documents de la fiscalité et de la justice, et j'analyserai avec Arieta Papakonstantinou, historien de l'Université de Reading, les langages de ces documents de chancellerie et les représentations des différents protagonistes dans un univers très marqué par le multilinguisme. L'analyse lexicale sera au centre de notre investigation pour comprendre comment on se définissait soi-même, mais aussi par rapport à l'autre. Et la dernière du cycle sera l'occasion de revenir avec Makram Abbas, philosophe de l'École normale supérieure de Lyon, sur les premiers épîtres politiques rédigés en islam, vers le 8e siècle, œuvre de conseiller politique des souverains musulmans, et nous allons essayer d'analyser ce langage politique émanant du corps même du pouvoir, avant que les théories juridiques sur la question ne l'emportent à partir, je l'ai dit, du XIe siècle. Voilà, je vous remercie et je me réjouis de passer les prochains mois en votre compagnie. On voit déjà les connexions qui se mettent en place autour de cette ambiance d'échange qui nous a beaucoup manqué au début et qui caractérise l'Institut méditerranéen de recherche avancée à Marseille.